Bien, mes chers collègues, bonjour. Nous accueillons nos hôtes en formation de semi-présentiel. Donc, on a un certain nombre de nos collègues qui sont reliés par visio ce matin. Et donc, nous accueillons Antoine Bouvier, directeur de la stratégie des fusions-acquisitions et des affaires publiques d'Airbus, et aussi, avec grand plaisir pour la première fois, Dirk Hock, qui est président exécutif d'Airbus Defence and Space et qui est venu spécialement pour cette audition et nous l'en remercions. Je rappelle, mes chers collègues, que nous poursuivons nos auditions sur le système de combat aérien du futur, le SCAF. Nous avions entendu la semaine dernière le président de Dassault Aviation. Il était donc logique que nous invitions l'autre grand acteur industriel de ce programme, à savoir Airbus, à un moment où, c'est le moins qu'on puisse dire, les choses ne vont pas très bien. Elles ne vont pas très bien entre industriels, elles ne vont pas très bien non plus sur le plan politique. Vous avez vu qu'en Allemagne, les choses bougent. Les résultats des élections dans deux grands länders dimanche ont donné des résultats assez surprenants. Mais enfin, cela fait partie des éléments qu'il convient de prendre en compte. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, merci donc d'avoir accepté cette audition. En effet, le programme SCAF est l'une des conditions de l'autonomie stratégique de l'Europe à l'horizon 2040 et il est actuellement dans une phase sensible, je dirais même cruciale de son développement, puisque normalement, prochainement, doit être lancé le projet de démonstrateur. Notre commission suit très attentivement ce programme. Il y a eu un rapport récent de nos collègues Ronan Le Gleut et Hélène Collouet qui avaient exposé les enjeux et les conditions de ce succès. Et c'est aussi un thème récurrent de discussion avec nos homologues allemands. Ça a été moins facile depuis la pandémie, mais enfin, nous avons eu toujours des contacts avec eux et d'ores et déjà, il y a plusieurs mois, on avait bien compris qu'un certain nombre de difficultés étaient apparues, qui avaient éclairé un petit peu ce projet. Alors, le programme SCAF, je le rappelle, mais maintenant nos collègues sont bien habitués à toutes ces notions. Le programme comporte 7 piliers, dont 2 pour lesquels Airbus est leader, le drone et le cloud de combat. Vous nous direz quelques mots de ces deux sujets qui ne sont pas, à mon sens, le principal souci que nous avons, mais il sera intéressant d'avoir votre point de vue sur ces 2 piliers. En vérité, nos inquiétudes portent surtout sur le premier pilier, c'est-à-dire l'avion de combat pour lequel Dassault est censé être leader et Airbus doit être son principal partenaire. Alors, le premier sujet d'inquiétude a trait à la répartition des charges de travail. Un invité surprise a fait un peu irruption dans le débat puisque, bien évidemment, nous notons avec satisfaction l'entrée et la montée en puissance de l'Espagne, qui est en soi une bonne chose, mais Dassault doit désormais exercer son leadership alors que les États français, allemands et espagnols se sont accordés un partage par tiers de la charge de travail. En d'autres termes, Dassault doit être leader avec seulement un tiers de la charge. Est-ce que c'est véritablement possible? Comment vous-même l'envisagez-vous? Nous avons entendu le président Trappier qui nous a fait part des doutes qu'il avait à ce sujet. Et donc, votre point de vue est évidemment tout à fait essentiel. De la même manière, alors que la négociation semblait devoir aboutir fin 2020, le président de Dassault nous a fait part d'une remise en cause par Airbus et par l'Allemagne des équilibres sur les packages dits sensibles. Et là, vous nous direz quelles sont les exigences respectives d'Airbus à ce sujet et peut-être aussi ce que souhaitent à la fois l'Allemagne et l'Espagne à ce sujet. Je rappelle que la France a normalement le rôle de leader sur le programme SCAF en contrepartie d'autres décisions qui ont été prises au sujet des chars de combat, le MGCS ou l'Eurodrone. Par ailleurs, qu'en est-il de la question des capacités indispensables à la France, que sont la navalisation et la capacité de l'arme nucléaire? C'est la capacité d'emport de l'arme nucléaire. Vous savez que c'est une des caractéristiques particulières dont doivent bénéficier ces futurs chasseurs pour les forces françaises. Et vous nous direz comment vous avez pu intégrer ces questions à vos réflexions. Autre sujet d'inquiétude
Elle porte, évidemment, la presse en a beaucoup parlé, et le président Trappier l'a évoqué aussi, bien sûr, l'inquiétude porte sur les droits de propriété intellectuelle. Dassault n'est, fort heureusement, pas prêt à brader l'acquis industriel français. Chaque industrie doit être en mesure de pouvoir protéger ses innovations. La question semble d'ailleurs davantage se poser entre États qu'entre les industriels. Vous nous direz quel est votre point de vue sur ce sujet. Et tout ceci a pour conséquence qu'au fil des jours, le doute commence à s'installer. Le doute commence à s'installer. Je lisais ce matin même dans le Figaro une tribune qui disait que les Français et les Allemands ne sont pas du tout sur la même ligne et que les conceptions allemandes en matière de forces armées ne prédisposent pas vraiment à une véritable coopération. Le président Trappier, Éric Trappier, nous a confirmé ici qu'il travaillait lui-même sur un plan B, ce qui n'est jamais un bon signe quand on parle d'un projet de cette importance. La question au demeurant ne semble pas relever de la pure rhétorique de négociation et donc, bien évidemment, un échec qui ne serait pas sans précédent, puisqu'il y a eu un premier projet il y a longtemps qui a donné lieu à la réalisation du Rafale par la France, mais un échec serait évidemment très grave en ce qui concerne l'autonomie stratégique chère à l'Europe, en tous les cas un concept que nous portons. Côté allemand, on commence à entendre parler du lancement d'un démonstrateur sur la base de l'Eurofighter. Est-ce que Airbus réfléchit aussi à un plan B? C'est une question qui nous intéresse. Par ailleurs, vous savez que le Royaume-Uni développe déjà un projet concurrent. Et est-ce que l'on ne risque pas de payer à terme bien cher un nouvel échec du SCAF? Voilà quelques questions qui vont nous permettre de compléter, j'allais dire, par un effet miroir, les déclarations que nous avons eues d'Éric Trappier et que nous compléterons bien sûr par une audition du délégué général à l'armement, qui est quand même aussi, j'allais dire, un élément essentiel, c'est la vision de l'État sur ce sujet. Merci donc, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, d'avoir accepté de tenir cette audition avec nous. Je rappelle que vous avez accepté la captation et la diffusion de cette audition. Et inutile de vous dire, d'après les échos que j'ai, que cette audition intéresse au plus haut point les responsables des questions de défense et commence maintenant à interpeller l'opinion publique, parce que nous entrons, et l'Allemagne et la France, dans une période un peu sensible d'élections importantes. Et même si les questions de défense ne sont pas toujours les premiers soucis de nos concitoyens, c'est quand même un petit peu l'avenir de l'Europe, de son autonomie sur le plan de la défense, et puis aussi de la conception de ces futurs armements dont dépend maintenant ce projet. Autant vous dire que nous sommes tout à fait oui pour vous entendre sur ces sujets. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, je vous laisse la parole. Et puis après, nous aurons un échange de questions comme nous le faisons régulièrement. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs, nous remercions Dirk Oke et moi de cette invitation. Merci, Président, de cette introduction qui pose le débat, qui pose des questions auxquelles nous allons nous efforcer de répondre. Nous nous réjouissons, Dirk et moi, d'être avec vous ce matin, parce qu'il y a autour de ce programme SCAF tout un ensemble de difficultés, de débats. Comme vous le dites, Président, le doute peut s'installer. Et l'objectif de ce type de discussion, c'est justement de se parler, d'ouvrir le débat et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incompréhension de part et d'autre. J'ai écouté avec beaucoup d'attention, bien entendu, l'audition d'Éric Trappier, les questions que vous avez... Mais j'espère bien, Éric, je suis sûr, Éric, que tu nous écoutes. Donc ce sont des vraies questions qui se posent pour la France, qui se posent également pour l'Allemagne et pour l'Espagne, et auxquelles il faut qu'on réponde pour lever ce doute, Président, que vous avez souligné, et pour avancer sur ce programme aussi essentiel pour l'autonomie stratégique européenne. Donc merci de cette invitation. Merci de ce débat. Je voudrais, avant de rentrer, Dirk et moi sur ces questions, revenir sur des enjeux. Dans les années 80, l'Europe a lancé 3 programmes d'avions de combat. Ces 3 programmes, au total, ont été vendus, ces 3 avions ont été vendus à 1500 exemplaires.
Pendant ce temps, le F-16, notre concurrent américain, a été vendu à 4 500 exemplaires. Et pendant ce temps, les États-Unis ont lancé le F-35, un avion de nouvelle génération, qui a été vendu déjà à 3 000 exemplaires à 8 pays européens. Donc malheureusement, c'est le constat que nous devons faire. Le constat, c'est le constat aujourd'hui d'une Europe qui est divisée, qui est restée divisée, et une Europe qui est distancée par les États-Unis. Et l'enjeu du SCAF, c'est de remobiliser nos forces et de rattraper le retard qu'on a pris par rapport aux États-Unis. Voilà l'enjeu. Et cet enjeu, il a été résumé dans des termes que je vais me permettre de lire par le rapport d'information du Sénat en juillet 2020. Le programme SCAF est indispensable au renouvellement de l'aviation de combat de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne à l'horizon 2040. Il est également essentiel à la préservation de l'autonomie stratégique et de la base industrielle et technologique de défense européenne. C'est les mots que vous avez employés, Président. Les conclusions de ce rapport de juillet 2020 du Sénat restent absolument d'actualité. Mais je pense que chacun a conscience, avec cette perspective qui a été tracée par ce rapport, que ce qui était possible en 1985 n'est plus possible en 2021. L'écart s'est creusé. L'écart s'est creusé par rapport aux Américains, et l'écart s'est creusé en termes de coût de développement des nouvelles générations. Le F-35 n'est plus le F-16. Et le F-35, c'est un avion qui est dans un système. Le FCAS, le SCAF, doit être un avion dans un système. Donc les coûts de développement sont d'un autre ordre de grandeur de ce que nous avions en 1985. Donc la référence du passé est une référence avec laquelle il faut prendre ses distances, parce que 35 années sont passées, et ce qui était possible à l'époque n'est plus possible aujourd'hui. Airbus, pas besoin, je crois, de le souligner. Airbus, comme ses partenaires français, allemands et espagnols d'ailleurs, Airbus est totalement engagé dans le SCAF. Nous avons mené des négociations. Nous avons un accord industriel en France avec Thales. Nous avons mené des négociations. Nous avons un accord industriel en Espagne avec Indra. Nous avons mené des négociations. Nous avons un accord industriel en Allemagne avec Hensoldt. Nous avons mené des négociations. Nous avons un accord industriel en France et en Allemagne avec MBDA, que j'ai eu l'honneur de présider il y a quelques années. Donc ce débat SCAF ne se résume pas, et heureusement, à un face-à-face entre Airbus et Dassault. C'est l'ensemble des acteurs français qui sont aujourd'hui impliqués dans le SCAF, et c'est l'ensemble des acteurs allemands et espagnols qui sont également impliqués dans le SCAF. Je pense que c'est important de le rappeler, parce qu'il y a tout un ensemble de discussions qui ont été des discussions compliquées, mais qui ont permis des accords qui ont été développés avec d'autres partenaires industriels. Et effectivement, comme vous l'avez souligné, Président, les négociations sont en cours avec Dassault, entre Airbus et Dassault, et ces négociations n'ont pas encore permis d'aboutir à un accord. Ces négociations sont en cours. Dassault, Thales, Safran, Airbus, chaque industriel défend ses intérêts d'industriel. Et je pense que c'est tout à fait légitime. Mais chaque industriel a aussi une responsabilité particulière par rapport à son pays, par rapport à ses pays. Airbus est le premier fournisseur des forces armées françaises. Airbus est au cœur de la dissuasion, à travers MBDA sur la composante nucléaire aéroportée, à travers Ariane Group sur le M51. Airbus, présent dans les avions de transport, dans les systèmes de renseignement spatiaux, dans les hélicoptères, est au cœur de la défense française. Airbus n'est pas, en France, au cœur du SCAF, puisque priorité ayant été donnée à Dassault, Safran et Thales, ce que nous comprenons, ce que nous pouvons regretter, mais que nous comprenons, Airbus ne représente qu'environ 1% de la part française du SCAF. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'on n'a pas, en France, d'enjeu industriel. On ne défend pas en France une part industrielle. Cette part est très, très marginale. Ce qu'on défend en France, c'est le programme lui-même. On défend ce programme. On défend ce programme parce que c'est ma conviction profonde, ce programme européen
c'est un programme dans l'intérêt de la France. Que sans ce programme SCAF, comment la France pourrait-elle faire face aux grands défis capacitaires que la revue stratégique a permis de mettre en lumière? Un modèle d'armée complet, des combats de haute intensité, le déni d'accès, les drones de combat, le cloud de combat, un environnement cybersécurité extrêmement difficile. Tous ces défis sont avant tout des défis capacitaires. Donc je pense que c'est important aussi, Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, de replacer ce débat, qui n'est pas seulement un débat industriel, je dirais qu'il n'est pas d'abord un débat industriel, de le replacer dans un cadre qui est un cadre de besoins capacitaires, tel que la revue stratégique l'a mise en lumière. Et que ce débat capacitaire, c'est le cœur. Et que la première question qu'on doit se poser, c'est comment les armées françaises vont-elles faire face aux menaces, qui sont des menaces qui ont été identifiées en 2040 et au-delà. Et cette question est évidemment aussi la question pour l'Allemagne et pour l'Espagne. Comment les armées espagnoles, comment les armées allemandes vont-elles faire face à ce débat, à ces orientations stratégiques? Donc, c'est l'intérêt capacitaire, c'est l'intérêt de la France de le faire, mais comme vous l'avez souligné, et comme je crois Éric Trappier l'a souligné avec éloquence, c'est un objectif, mais pas dans n'importe quelle condition. C'est l'intérêt de la France de faire le FCAS, mais pas le SCAF, pardon, le FCAS c'est le terme en anglais. C'est l'intérêt de la France de faire le SCAF, mais pas dans n'importe quelle condition. C'est l'intérêt de l'Allemagne de faire le SCAF, mais pas non plus dans n'importe quelle condition. C'est l'intérêt de l'Espagne de faire le SCAF, mais pas non plus dans n'importe quelle condition. Donc voilà le cœur du débat. Le cœur du débat, c'est l'intérêt des trois pays de faire ce programme, mais pas dans n'importe quelle condition. Donc la question, c'est quelles sont ces conditions? Et ce qui me frappe, c'est que un grand nombre de non-dits, de procès d'intention, font aujourd'hui obstacle à une compréhension mutuelle qui est la condition pour créer la confiance. Et je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps, vous l'avez dit, Président, on a une pression temporelle aussi, qui n'est pas seulement une pression liée aux élections dans tel ou tel pays, mais qui est une pression liée à la dynamique même de la négociation. Et cette pression temporelle nous impose, je crois, de mettre sur la table tout un ensemble de sujets qui n'ont pas forcément été explicites jusqu'à présent et qui ont causé cette incompréhension entre les trois pays et cette incompréhension entre les industriels. Je vais prendre quelques exemples. Le modèle français ou le modèle d'assaut de coopération que Éric Trappier a bien présenté la semaine dernière. C'est un modèle avec un maître d'œuvre fort et des sous-traitants. C'est le modèle du neuron. Un maître d'œuvre fort qui contrôle les risques et qui prend des responsabilités sur le programme lui-même. Voilà le modèle que Éric Trappier nous a décrit sur le neuron. Ce modèle est-il assez connu en Allemagne? Je n'en suis pas sûr. Quel est le modèle allemand? Le modèle de l'Eurofighter. 4 partenaires, exactement au même niveau, qui ont une maîtrise d'œuvre commune et qui se répartissent de façon égale l'ensemble des War Packages. Donc vous voyez que les points de départ en termes de coopération, et je ne porte aucun jugement sur la validité ou l'efficacité de tel ou tel schéma de coopération, je dis juste, les points de départ sont tellement éloignés que chacun a eu le sentiment justifié de faire beaucoup de concessions. C'est ce qu'a dit Éric Trappier la semaine dernière, c'est ce qu'on va également vous expliquer aujourd'hui. Chacun a eu le sentiment justifié de faire beaucoup de concessions, et après ces concessions faites de part et d'autre, on reste encore dans une situation où il n'y a pas d'accord. Et pour trouver un accord, pour arriver à finir de fermer cet écart dans les positions, je pense que c'est important de revenir sur ce qu'ont été les modèles de coopération. Et ça a été intéressant d'écouter Éric Trappier expliquer comment marche le modèle Neuron. Et nous, on va vous expliquer comment marche le modèle Eurofighter. Et ces modèles sont peu connus de part et d'autre du Rhin. C'est ça, je pense, qui est un reproche qu'on peut se faire collectivement, de ne pas avoir suffisamment bien et suffisamment tôt expliqué, de part et d'autre du Rhin, et de part et d'autre des Pyrénées également, d'expliquer comment nous fonctionnions. Un autre exemple. Lorsque on est en Allemagne,
On entend quelquefois, les Français veulent faire un avion français financé par le budget allemand. Lorsqu'on est en France, on entend quelquefois, les Allemands veulent accéder à la technologie française pour développer un produit qui est un produit concurrent. Est-ce que sur ces bases, on pourra créer une situation de confiance? Je ne crois pas. Il y a des discussions qui sont des discussions de nature politique et pas seulement de nature industrielle. Et c'est lorsqu'il y a une confiance au niveau politique qu'on peut arriver à un accord de nature industrielle. Alors quel est le rôle d'Airbus? Le rôle d'Airbus en France, je ne vais pas le limiter à ces 1% du budget français, du SCAF, qui vont chez Airbus. Le rôle d'Airbus en France, c'est le même rôle que le rôle d'Airbus en Allemagne, le même rôle que le rôle d'Airbus en Espagne, c'est d'être la voix, et pour tout dire, bien souvent la seule voix, qui puisse parler à ces trois pays, parce qu'on est présent dans ces trois pays. Et cette flamme, cette vision européenne qui a été celle, il y a 20 ans, de la création de ADS, avouons qu'elle est quand même bien chahutée. Et que ce rôle que je vous décris, où j'emploie les mêmes mots ici au Sénat, en France, que ceux que j'emploie en Espagne ou en Allemagne, et Dirk emploie les mêmes mots ici au Sénat, en France, que ceux qu'il emploie au Bundestag, c'est une position extrêmement difficile. Pour tout dire, c'est une position où on prend beaucoup de coups. C'est une position très inconfortable. Mais j'ai la faiblesse de penser, certes Airbus n'est pas parfait et beaucoup de choses doivent être améliorées, mais j'ai la faiblesse de penser que lorsque Airbus est attaqué, c'est aussi un symptôme de l'affaiblissement de la vision européenne et un symptôme de repli national. Quand on attaque Airbus, c'est ça qu'on attaque. Donc, je prends une certaine distance, et vous voyez, Président, en vous expliquant toutes nos difficultés, tous les risques, toutes les critiques que nous avons, vous voyez derrière mon masque, j'ai un petit sourire, parce que je pense que c'est nécessaire. Et que plus cette tâche que j'ai décrite, qui est la mission d'Airbus, est difficile, plus elle est nécessaire. Alors la coopération. La coopération, c'est très difficile. Je crois que j'avais déjà partagé avec vous, Président, cette phrase de Churchill qui disait « La démocratie », et ici on est au cœur de la démocratie au Sénat, « La démocratie est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. » Eh bien, la coopération, c'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Et il faut la faire fonctionner, comme vous faites fonctionner la démocratie. Et vous savez comme c'est compliqué, parce que ce sont des concessions, des compromis, accepter la différence, faire vivre la différence. Et ça, c'est vraiment très, 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 très compliqué. Alors, pour comprendre les grands enjeux, j'ai aussi, pardonnez-moi, recherché dans les archives ce qu'ont dit plusieurs présidents de la République. Parce que les racines du SCAF sont bien plus profondes que les discussions qu'on a eues dans les 2 ou 3 dernières années. Qu'a dit, ou plutôt qu'a écrit, le président Mitterrand au chancelier Kohl en septembre 1985, au moment où les voix de l'Eurofighter et de Rafale divergeaient. Voilà ce qu'écrit le président Mitterrand. « Je tiens à rappeler qu'à mes yeux, la construction d'une aéronautique militaire commune est un projet fondamental pour la sécurité et la défense, comme d'ailleurs pour l'avenir technologique et industriel de l'Europe. » 1985. « Je ne puis que regretter l'échec récent du projet unique d'avion de combat européen. » Que dit le président Sarkozy en 2008 dans le Livre blanc? Pardonnez-moi, Président, je lis. Parce que ce que dit le président Sarkozy s'applique de manière très directe sur le projet qu'on discute aujourd'hui. La crédibilité de la composante nucléaire aéroportée, donc la fonction nuc, implique de conserver sur le plan national la capacité de conduite technique d'un programme d'avions de combat, donc capacité de conduite technique d'un programme d'avions de combat et de définition et d'adaptation du système à la mission nucléaire. Qu'est-ce que c'est que cette conduite technique? C'est ce qui a été donné à la France sur le SCAF, donné à l'Allemagne sur le MGCS, c'est-à-dire que la DGA est agence contractante, la DGA est agence d'exécution, et la DGA a la responsabilité sur le SCAF, comme son équivalent allemand sur le MGCS, de mener ce programme.
Donc voilà pour le premier élément du livre blanc 2008. Cependant, face à l'étalement et à la raréfaction des programmes d'avions de combat, l'ensemble des acteurs européens du secteur est confronté à plus ou moins long terme à un problème de maintien des compétences. La France, pour sa part, soutiendra l'émergence d'un avionneur européen complet capable de concevoir les futures plateformes de combat pilotées ou non. C'est la coopération dont on parle aujourd'hui. Cet avionneur européen complet, c'est l'ensemble des partenaires. Les partenaires français, les partenaires allemands, les partenaires espagnols, qui, ensemble, restant des entreprises indépendantes, concourent à ce programme de coopération. Donc je pensais intéressant, parce que ça donne aussi une perspective historique et une perspective politique, de vous citer le président Mitterrand et le président Sarkozy. Évidemment, je citerai le président Macron qui, en 2017, avec l'Allemagne d'abord, puis avec l'Espagne, a donné corps, a incarné ce projet qui a des racines très, très profondes et dont on voit qu'il traverse en France tous les régimes et toutes les couleurs politiques. Et je pense que c'était important de le souligner. Y a-t-il un plan B? Il y a toujours des alternatives. Si on appelle plan B un plan B qui permet d'atteindre cet objectif, objectif capacitaire, objectif d'autonomie stratégique de la France et de l'Europe, je suis convaincu qu'il n'y a pas de plan B. Il y a certes des alternatives, on peut moderniser des produits existants, on peut acheter des produits américains, on peut recréer des alliances qui existaient dans le passé, on peut penser lancer de grands programmes, non pas avec des partenaires, mais avec des sous-traitants. Il y a tout un ensemble d'alternatives, aussi bien d'ailleurs de ce côté du Rhin, de ce côté des Pyrénées, qu'en Allemagne et en Espagne. Aucune de ces alternatives ne permet d'atteindre l'objectif que vous avez fixé, qui est l'objectif d'autonomie stratégique européenne et l'objectif capacitaire pour les forces armées, et en particulier pour les forces armées françaises. Et je voudrais finir en citant la ministre des Armées, Madame Florence Parly, lorsqu'elle a présenté l'actualisation de la revue stratégique au mois de janvier cette année, donc la revue stratégique de 2017. Madame la ministre a alerté, et je pense que c'était une alerte très, très forte, sur ce qu'elle appelle le risque de déclassement stratégique de la France et de l'Europe. C'est aujourd'hui le sujet dont on parle. Le risque très proche, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, le risque de déclassement stratégique de la France et de l'Europe. Voilà bien le sujet du SCAF. Est-ce qu'on va trouver le moyen, dans ces dernières semaines, dans ces derniers mois, de mieux se comprendre, de recréer un climat de confiance, de recréer un climat de coopération, d'aller au-delà des polémiques et des invectives qui polluent ce débat et qui ne sont pas à la hauteur des enjeux? Est-ce qu'on va être capable, tous collectivement, dans les prochaines semaines, de dépasser le climat difficile que vous avez cité, qui est celui qui s'est développé dans les dernières semaines? Je pense que c'est une responsabilité collective qui est extrêmement forte, parce que les enjeux sont ceux que vous avez mentionnés, qui sont des enjeux capacitaires et des enjeux d'autonomie stratégique. Je vous remercie et je passe la parole, à moins que vous ayez des commentaires, à mon collègue Dirk Hokke, qui va s'exprimer en français. Merci. Merci Antoine. Merci Monsieur le Président. Merci Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs. Je vais m'exprimer en français, mais je m'excuse que ce n'est pas ma langue maternelle, j'espère. Pour ça, je vais aussi lire. Je vais lire aussi une partie, mais je suis incapable de répondre à toutes les questions après. Déjà, je vous remercie de votre invitation et je suis très honoré de m'exprimer devant vous aujourd'hui au nom de Airbus, qui représente dans son domaine d'expertise l'Allemagne et de l'Espagne au sein du SCAF. Comme vous l'avez rappelé le programme SCAF représente un enjeu majeur pour la France, l'Allemagne et l'Espagne, pour l'Europe et pour le futur de son industrie. Pour réussir ce projet ambitieux et pour répondre aux besoins de notre autonomie stratégique européenne, le SCAF ne peut être conçu qu'ensemble, dans une coopération où chacun participe pleinement et est représenté à la hauteur de ses investissements. Et ça, c'est vraiment important pour tous les trois pays. Et je suis sûr qu'on est bien d'accord. Il est important de rappeler que le SCAF est un système innovant, structuré autour de 7 piliers, l'intégration de systèmes complexes que nous menons en co-traitance avec Dassault, l'avion de chasse futur de NGF, Next Generation Fighter, et sa motorisation sous responsabilité de la France, les drones d'appui et des flottes de combat
sous responsabilité de l'Allemagne et des capteurs et la furtivité sous responsabilité de l'Espagne. Et juste pour rappeler à nos tours, on a juste commencé cette discussion en 2017 et on a vraiment signé le High Level Court en avril 2018. Dans 2 ans, on a bien avancé, on a signé un premier contrat de Joint Concept Study, on a signé en mars 2020 le contrat phase 1A. Je ne crois pas qu'il existe un programme international de cette taille qui était avancé avec cette vitesse. C'est vraiment incroyable ce qu'on a fait ensemble. Un énorme travail a été réalisé en un temps très court par les États et les industriels, puisque nous avons finalisé 5 piliers sur 7, dont ceux dont Airbus a la responsabilité, le cloud de combat avec Thales et Indra, les remote carriers avec MBDA et Satnus. Des accords ont été passés entre tous ces acteurs, ce qui montre qu'une coopération à 3, où chacun est à sa place, est possible. Sur les NGF, nous devons finaliser avec Dassault les principes de la prise de décision, la gouvernance, et trouver un accord sur les derniers work packages de nature plus stratégique. Et ce n'est pas facile parce que, comme Antoine a bien expliqué, on est très différents. On vient avec des histoires d'exécuter des projets complètement différents. Et maintenant, il faut trouver vraiment la convergence, comment on peut gérer des projets dans le futur. Et ça, ce n'est pas facile, mais on a bien avancé. Sur les NGF, 2 principes sur lesquels nous sommes d'accord. Une organisation efficace qui permet aux industriels partenaires de prendre les bonnes décisions et de tenir leur engagement vis-à-vis des clients, notamment en termes de délais et de coûts. Et ça, c'est quelque chose, bien sûr, c'est important pour tous les partenaires industriels. On veut réaliser un projet en temps, dans le budget et avec toutes les spécifications qui sont définies par les clients. Et les clients sont les trois États. Et on va bien sûr exécuter ensemble pour réaliser ce projet comme partenaires ensemble. Le besoin d'un maître d'œuvre responsable, c'est-à-dire un maître d'œuvre qui est le levier pour exercer son rôle. Ça, c'est quelque chose que Eric Trappier a exprimé, qui est très important et où il a des doutes. Est-ce qu'on est capable de faire ça dans la structure qu'on a définie en ce moment? Comme Antoine a dit, nous, on croit oui. Maintenant, il faut créer de confiance qu'on peut vraiment exécuter le projet dans la structure qui était définie. Nous avons avec Dassault un pass différent, mais nous faisons le même métier et notre objectif est d'avoir une future commune, le SCAF. Pour autant, nous pensons que le maître d'œuvre ne doit pas tout contrôler et prendre seul les décisions du programme. Et ça, c'est vraiment la peur de l'État allemand et espagnol, parce qu'ils ont investi pour des dizaines d'années dans des capacités. Ils veulent être sûrs que ces capacités sont utilisées dans le chemin de développement de SCAF. Et ça c'est exactement ce que la France expecte aussi des projets et dans la réalisation de tous les industriels. C'est bien au travers d'une relation claire avec des partenaires, pas des sous-traitants, que chacun pourra contribuer de manière la plus efficace, apportant ses compétences, participant aux prises de décisions sans mettre en danger l'avancement du programme, en conservant un savoir-faire dans certains domaines critiques. Et ça, c'est quelque chose, ça se dit facilement, mais c'est pas si facile à définir dans les détails, dans le contrat, comment on va travailler ensemble. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait entre les équipes en un moment. On définit vraiment les détails pour donner la confiance aussi entre équipes qu'on peut réaliser des projets d'une manière structurée, où on ne met pas en question la position de Dassault du tout, mais en même temps qu'on donne aussi la confiance aux États qu'on va utiliser toutes les compétences qui existent dans nos États. La proposition d'Airbus qui n'était pas nouvelle respecte tous ces principes. Une gouvernance qui s'appuie sur un engagement commun des partenaires, tout en donnant aux maîtres d'œuvre Dassault la capacité d'arbitrage et des décisions pour assurer le maintien du calendrier, des coûts et des performances. Concrètement, en cas de désaccord, Dassault peut arbitrer. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà défini au départ. On s'appelle ça le casting vote. S'il y a une discussion entre nous, on ne peut pas trouver une solution. Dassault a le droit de continuer pour ne pas perdre de temps.
Un partage de responsabilités qui permet à Dassault de contrôler les activités qui sont sur le chemin critique du premier vol, notamment l'intégration système, les commandes de vol ou les essais en vol. Et à Airbus, d'exercer sa responsabilité de partenaire sur certains systèmes clés qui seront intégrés ensuite dans l'avion sous responsabilité du maître d'œuvre Dassault. En clair, cela signifie que sur les 6 work packages stratégiques Dassault en conserve 4, Airbus Allemagne et Airbus Espagne en prenant un chacun. Ça, c'était la dernière proposition de Airbus. Et on trouve ça bien équilibré. Même si ce n'était pas si facile de convaincre l'Espagne et l'Allemagne de suivre cette proposition, parce que, comme vous savez bien, on a eu une discussion de pourcentage. On essaye vraiment d'éviter cette discussion parce qu'on est entré vraiment dans les détails pour mieux comprendre où est le problème dans la coopération en ce moment. Et le problème, ce sont vraiment les 2 sujets que j'ai mentionnés. C'est la gouvernance pour assurer que le maître d'œuvre peut exécuter sa responsabilité. Et d'autre côté, comment on peut assurer qu'avec toute la pression qu'on va avoir pour le temps, pour le budget, que toutes les compétences qui existent dans les 3 pays sont utilisées pour vraiment créer le meilleur produit, le meilleur système possible. Ce principe d'équilibre est ce que demandent les nations en retour des investissements qu'elles font dans les SCAF, ce qui a été appliqué dans les autres pays sous responsabilité d'Allemagne, d'Allemagne ou espagnole. D'ailleurs, la DGA a veillé à ce que Thales ait une partie stratégique du cloud de combat dont Airbus est responsable. Et c'est bien ce que nous demandons à notre tour dans le NGF. Ça, c'est important pour mentionner, parce qu'on a déjà trouvé un accord avec les partenaires français et espagnols pour le cloud de combat. On a donné ici 33% pour chaque pays, pour le workshare, mais aussi pour le lead share, parce qu'on veut travailler comme partenaire, on veut assurer que tout le monde qui travaille dans le projet a vraiment un sentiment de win-win, parce que finalement, on parle en ce moment d'un démonstrateur technologique. Si on ne travaille pas bien ensemble, ni vous ni les autres pays vont accélérer le programme de développement et le programme de production après. Et notre objectif n'est pas créer un démonstrateur. Nous, on veut créer un système de systèmes qui va être prêt en 2040. Et pour ça, il faut démontrer à vous, et à l'Espagne et à l'Allemagne, qu'on est des vrais partenaires, qu'on travaille pour les biens des 3 États et pour l'Europe, et qu'on peut utiliser toutes les capacités qui existent dans les 3 pays. Pour réussir, il faut mieux se connaître, il faut se faire confiance. Et Antoine a déjà bien expliqué, c'est pas facile parce qu'on est très différents. Et je crois aussi que ça c'est un avantage d'être différent. Parce que si on est tous les mêmes, on ne va pas créer la disruption, on ne va pas créer l'innovation. Ici, on parle d'un produit qui va aller en série 2040. Ça veut dire on ne peut pas utiliser, comme on a fait dans les projets avant, on ne peut pas utiliser les technologies 2010-2020. On a vu, notre monde a changé dans les derniers 15 ans, surtout avec les smartphones, les iPads et tout ça, avec tous les systèmes IT. On a accéléré le changement infiniment. Ça veut dire, si on veut aller dans une opération avec un système qui base sur la technologie 2010-2020, ça ne vaut pas la peine. Ça veut dire, on va changer comment on travaille ensemble, comment on développe le soft et le hardware. Ça veut dire, il faut être agile. Et ça c'est très, très important pour nous tous de comprendre. Le démonstrateur, c'est vraiment pour dérisquer le programme. Dans le programme de développement et le programme de production, ça va être complètement différent. Ça va être une page blanche. Et là, on va vraiment voir est-ce qu'on est des partenaires et comment on peut créer le système qui va être compétitif aux années 2040. Cela prend du temps, surtout lorsque nous sommes en phase de négociation. De plus, dans certains domaines, nous sommes en compétition. Il est donc normal que nous connaissons mal ce que fait l'autre. Par exemple, sur les commandes de vol, nous travaillons à maintien avec une équipe d'environ 150 ingénieurs depuis plus de 50 ans.
au travers de 2 générations d'avions de chasse, le Tornado et l'Eurofighter, au sein de centres d'excellence dédiés dans lesquels nous formons aussi les ingénieurs des BAE et de Leonardo. Il faut bâtir ensemble la meilleure équipe, chacun dans son rôle, pour construire les meilleurs avions de combat et les meilleurs systèmes. Et pour cela, nous sommes plus forts à 3 avec l'Espagne. L'Espagne rend le SCAF encore plus européenne. Elle permet de réduire les coûts pour la France et pour l'Allemagne. Comme Antoine a expliqué, on parle d'un système qui va être le plus grand investissement de l'histoire de défense de l'Europe. Elle permet de réduire les coûts pour la France et pour l'Allemagne. Elle apporte des compétences et une expertise reconnue dans de nombreux domaines. L'Espagne est par exemple partenaire principal de l'Eurofighter et a une compétence unique d'avenir militaire sur de nombreux programmes, y compris stratégiques pour la France, tels que les rabatteurs MATT ou les avions de transport tactique. En conclusion, je dis aujourd'hui au Sénat français ce que je dirais au Bundestag allemand et au Parlement espagnol. Le SCAF est notre avenir commun. C'est une occasion historique. Nous allons y arriver et je suis confiant que nous sommes proches d'un accord. Même si c'est compliqué, même si on est différent, je crois qu'il n'y a aucune autre chance. Comme Antoine a dit, on ne travaille pas sur un plan B parce que le plan B n'est pas une vraie alternative. Il faut que ça marche, il faut qu'on est capable de travailler ensemble. C'est important pour l'autonomie stratégique européenne, c'est important pour la France, c'est important pour l'Allemagne et important pour l'Espagne. Et on a bien démontré dans les derniers 3 ans qu'on avance beaucoup plus rapide que d'autres équipes. Et on a changé aussi la façon comment on regarde la stratégie de défense. Parce que ça fait 3 ans que l'agrément entre la chancelière Merkel et le président Macron a été signé en juillet 2017. Ça fait que 3 ans. 3 ans et demi. Et on a déjà bien démontré qu'on peut changer la manière comment on travaille ensemble, la manière comment on développe des systèmes qui n'existaient pas avant. Et maintenant, on voit dans le monde, ils sont en train de développer d'autres systèmes qui sont similaires, mais c'est nous qui a créé cette idée. En conclusion, je souhaite votre confiance et votre soutien et serai heureux de répondre à vos questions, que j'imagine assez nombreuses. Et en plus, je vous remercie d'avoir aujourd'hui eu l'opportunité d'être ici. Parce que je sais pas, c'est pas très normal, mais je crois que c'est important si on veut travailler ensemble, si on veut créer la confiance qui est nécessaire pour exécuter ce projet. C'est important de répondre aux questions, de parler des perceptions. Et je suis sûr, aujourd'hui, on va répondre à toutes vos questions. Et en plus, on va continuer la négociation. Parce qu'on n'a pas d'alternative, on n'a pas un plan B, on va réussir ensemble et on va créer ce système. Merci pour votre attention. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Directeur de nous avoir exposé avec clarté et sincérité l'état du dossier. Peut-être dans vos réponses, je vais passer la parole à mes collègues dans quelques instants, mais ayez soin de bien nous dire, pour que l'on comprenne bien les choses, quels sont maintenant les points de difficulté, les points de négociation qui méritent de trouver solution, faute de quoi le projet se bloquerait. C'est ça dont on a... encore une fois, je pense que, tant avec Dassault qu'entre les gouvernements, les objectifs que vous avez rappelés, on les partage tous. Et le Sénat, lui, contrairement à bien d'autres, ne passe pas son temps à faire des déclarations enflammées. On cherche déjà à bien comprendre le sujet, sachant que nous sommes tous attachés à ce concept d'autonomie stratégique, avec la volonté évidemment de défendre nos entreprises, et que ce soit Airbus, que ce soit Dassault. On a eu le sentiment, si vous voulez, que l'arrivée de l'Espagne avait un peu changé la mise. Parce que je rappelle quand même qu'en 2017, l'accord était simple. France-Allemagne, 50-50. Le leadership sur MGCS, c'est l'Allemagne, ce qui n'a jamais été contesté par la France, alors que Nexter, enfin, il y a tout un tas d'entreprises qui pouvaient prétendre à conduire un tel projet.
Alors, donc on est sur 50-50. Et puis alors, un troisième partenaire arrive pour la plus grande satisfaction, car vous l'avez dit, Président Hoc, c'est tout à fait heureux de voir les Espagnols qui vont alléger les coûts, apporter un savoir-faire. Et c'est un peu l'Europe de la défense qui, petit à petit, se constitue. Mais ça déséquilibre un petit peu les choses, puisqu'il y a un projet. Ils ne sont pas partenaires du MGCS, mais ils sont partenaires à part entière. Alors qu'au début, on disait, bon, les Espagnols, c'est sympathique, ils sont là, ils vont se joindre à nous, mais on ne les voyait pas demander 33% du tour de table, si j'ose dire. Enfin, et donc, on a ressenti, notamment dans l'intervention d'Éric Trappier, qu'il y avait ce malaise qui était lié au fait que, dans un cas, on est 3, dans l'autre cas, on est 2. Et on a décidé de faire 50-50. Et Trappier dit, bah oui, simplement que dans un cas, j'ai 33%, ce qui n'est pas exactement 50%. Vous voyez, je simplifie, mais c'est bien comme ça que les choses ont été perçues. Par ailleurs, je voudrais que vous nous donniez votre sentiment, vu d'Allemagne, sur l'impact, alors là, pour le coup, ça nous interpelle directement, du Bundestag, c'est-à-dire du Parlement allemand, qui n'a pas du tout le même rôle que le Parlement français, qui est bien plus faible que ne le sont nos amis allemands dans cette affaire, puisque moi-même, j'ai entendu à Bâle, lorsque nous avons une des dernières rencontres que nous avons eues avant le Covid, nos amis allemands nous ont dit, nous, ce que dit le président Macron et ce que dit Mme Merkel, c'est leur affaire, nous, on décidera ce que l'on veut, et, je cite, nous n'excluons pas de financer ce projet trimestre par trimestre si nos conditions et nos garanties sont remplies. Et on sentait bien qu'en face, nous avions un certain nombre de parlementaires qui parlaient avec les fiches de leurs industriels qui avaient été préparées. Bon. Très bien, dont acte. Donc, si vous voulez, nous, on a besoin de comprendre quel est l'impact politique, si vous voulez, que peut avoir le Bundestag sur un projet pareil. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas simplement une dimension industrielle. Vous êtes certes les industriels comme Dassault, mais on voit bien qu'il y a une dimension politique qui, du reste, pourrait changer. On en parlait tout à l'heure en aparté, avant que cette audition commence. Imaginez que les élections allemandes de septembre changent complètement la majorité. Vous avez vu les résultats de dimanche, c'est quand même assez inquiétant. La dimension politique viendrait interférer. Et donc, c'est un peu votre impression sur ces sujets. Cédric Perrin. Merci, Monsieur le Président. Alors, messieurs les présidents. Le président Cambon l'a dit, et nous le pensons tous, nous sommes sur une bien mauvaise pente dans ce projet majeur pour l'Europe et son autonomie stratégique. Il faut une coopération loyale, une coopération juste avec l'Allemagne, dans le respect des engagements qui ont été pris et le respect des savoir-faire qui ont été établis au départ. L'Allemagne, c'est bien normal, on est tous ici conscients de la nécessité de défendre les intérêts industriels, mais tout est question de mesure. Or, on a parfois l'impression, au vu du Sénat, que cette défense tourne un peu à l'obsession dans la défense des intérêts industriels, ce qui, parfois, peut nous déranger. Peu de choses, vous l'avez dit, ne seront possibles sans une coopération européenne importante, compte tenu, évidemment, et Antoine Bouvier l'a dit tout à l'heure, des montants très importants de développement nécessaires et qui sont en jeu. Et nous en sommes évidemment tous convaincus, je l'espère. Or, même si la répartition fait que Dassault a le lead sur ce projet, on a quand même le sentiment, et c'est mon point de vue personnel, on a quand même le sentiment que ça n'est pas vraiment le cas dans cette opération. Le président vient d'expliquer pourquoi, et le ménage à trois, j'allais dire, ne fait rien pour arranger les choses. Chacun défend son programme, mais semble tellement le défendre que ce beau projet est aujourd'hui dans une position bien inconfortable. Le malade est fiévreux, et il faut donc faire retomber la fièvre et lui permettre de marcher sur ses trois jambes, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas toujours très évident, et vous êtes bien placé pour le savoir. Le gouvernement, le président l'a dit, le Bundestag, je veux dire, le président l'a dit, fait pression sur le gouvernement allemand et sur les entreprises, françaises y compris. Mais sachez que même si notre pouvoir est moins important que celui du Bundestag, nous essayons de faire également aussi pression sur notre gouvernement, car nous avons, nous aussi, des exigences. Alors j'ai deux questions. Éric Trappier a considéré qu'il ne pouvait pas, en l'état, exercer sa maîtrise d'œuvre avec les nouvelles demandes de l'ITCHAR que vous lui faites. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et il y a aussi, selon M. Trappier, un débat sur la propriété intellectuelle. Et qu'est-ce que vous avez là aussi à nous en dire ? Et puis, le Président me permettra cette petite aparté. Vous avez dit, Monsieur le Président Hoc, tout à l'heure, vous venez de dire qu'on ne peut pas utiliser les technologies 2010-2020 pour le SCAF, ce qui est complètement normal puisqu'on veut faire un gap technologique important.
Et je voudrais mettre ça en rapport avec le drone MAL européen, avec le projet Eurodrone, parce que moi, je suis extrêmement inquiet sur ce projet, puisque, je vous le rappelle, nous avons quelques années de retard. On va sans doute le livrer en 2028. Or, on a vu le gap technologique que le monde a connu entre 2013 et 2021. On imagine quel sera le gap entre 2021 et 2028. Est-ce que vous ne considérez pas que la livraison de drones MAL européens, qui est un élément fondamental de l'autonomie stratégique européenne, ne risque pas, lorsqu'il sera livré, d'être livré avec une obsolescence importante, vis-à-vis en tout cas de la concurrence que nous connaissons tous. Merci beaucoup. Si vous le voulez bien, on va prendre 3 questions par 3 questions pour ne pas surcharger le débat. Philippe Folliot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, on a tous bien compris que derrière ce projet, il y a des enjeux qui sont des enjeux technologiques forts, des coûts de développement assez très très importants, et qu'il y a des enjeux liés aux équilibres de coopération. Je m'exprimais aussi en qualité à certains égards, de président de la commission économie de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Je crois que vous avez souligné un point et un enjeu qui est un enjeu important. C'est-à-dire qu'il y a aussi derrière ce projet un enjeu politique au regard du fait qu'un certain nombre de pays européens ont fait un choix qui est un choix d'acheter américain plutôt que d'acheter européen. Ou de s'engager dans une démarche européenne, avec toutes les conséquences que cela comporte, et vous l'avez dit, par rapport aux perspectives de vente d'avions, et avec des coûts d'amortissement sur des séries beaucoup plus importantes de la part de nos partenaires américains, et qui entraînent, je veux dire, une mutualisation des charges de développement, des coûts de développement de l'avion, et qui font qu'il est plus compétitif avec tout ce que cela comporte. Donc il y a très clairement un élément et un enjeu politique dans ce cadre-là. Et moi, j'ai du reste demandé à ce qu'au sein de notre commission, au niveau de la POTAN, on réfléchisse l'année prochaine sur ces questions et sur ces enjeux. Au-delà de ça, je voulais vous poser une question par rapport à Airbus et au groupe Airbus à proprement parler. Le groupe Airbus, c'est un pilier civil, un pilier militaire. Pilier civil aujourd'hui, au regard des difficultés de l'industrie aéronautique, traverse une crise, j'allais dire, sans précédent. Toute l'aéronautique civile mondiale traverse une crise sans précédent. Et du reste, on le voit, ne serait-ce qu'au travers de la division hélicoptère, que sans le militaire, on serait très 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 mal. Donc, je voulais savoir si, en interne, par rapport aux enjeux du groupe, toutes ces questions relatives donc aux éléments d'équilibre civil et militaire impactent, y compris sur la stratégie, la gouvernance, sur les moyens en matière de recherche et développement par rapport au groupe. C'est ma première question. Et la deuxième question, c'est que Airbus, en région Occitanie, c'est quelque chose, c'est une institution, c'est un élément, je veux dire, un vecteur économique fort. Et que par rapport à cela, que pensez-vous des conséquences qu'il pourrait y avoir de ces projets, de cette crise que nous traversons, ne serait-ce que pour ces régions où Airbus représente un enjeu majeur sur un plan économique? Merci Philippe. La première question traîne beaucoup dans la presse. On dit Airbus essaye de se refaire une santé, ils sont en train de subir la crise de l'aéronautique civile de plein fouet et ils veulent reprendre un peu plus pied dans l'aéronautique militaire pour essayer de remonter. Vous nous répondrez sur cet élément. Alors, dernière question de ce premier train, Ronan Le Gleut. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, Monsieur le Président. Comme l'a rappelé le président Cambon, dimanche dernier sont tenues 2 élections régionales dans le Bade-Wurtemberg et en Rhénanie-Palatinat. Il se trouve que le président vert Kretschmann a été renforcé dans le Bade-Wurtemberg. La présidente social-démocrate Dreyer a été renforcée dans le Rhénanie-Palatinat. Et donc, est-ce que le scénario d'une coalition qu'on appellerait Grün-Rot-Rot, c'est-à-dire entre les Verts, les sociodémocrates et la gauche Die Linke, est envisageable pour l'élection de septembre, et quelles seraient ses conséquences sur le projet SCAF,
Je souhaiterais par ailleurs vous interroger sur nous avons beaucoup parlé des difficultés liées à la gouvernance du SCAF. Mais au-delà de la gouvernance, est-ce qu'il existe des difficultés liées au choix technologique? Car nous sommes quand même face à des choix révolutionnaires. Il s'agit d'un système de systèmes. Le rôle des remote carriers, des effecteurs déportés est essentiel. Le rôle à la fois de l'intelligence artificielle et à quel point l'homme est dans la boucle sont des choix technologiques fondamentaux. Est-ce que sur le plan vraiment des choix technologiques, il y a là encore des frictions dans les choix qui vous concernent? Je vous remercie. Vous voyez qu'on suit bien le sujet. Hein. Donc, vous voulez bien nous répondre sur ces premières questions? On va se partager les réponses. Bien sûr, bien sûr. Et moi, peut-être que Dirk est plus adéquat que moi pour répondre sur la situation politique allemande, et puis je répondrai ensuite sur la stratégie du groupe. Bien sûr. Oui, peut-être que je commence avec la troisième question. Bon, c'est bien sûr difficile pour moi de décider comment ça va se passer en automne. C'était quand même pas complètement une surprise. On voit qu'il y a quand même un changement d'opinion dans la population à cause de la maîtrise de Covid-19. Et on voit que ça peut créer des situations où on ne sait pas comment ça va se passer dans les élections nationales. Et pour ça, je me sens pas dans la position où je peux dire comment ça va se passer, parce que je crois qu'il n'y a personne qui le sait. Est-ce qu'il y a un risque qu'on a un changement complètement? Oui, je crois. On ne peut pas ignorer ça. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur le projet SCAF? Oui, aussi, parce qu'on ne sait pas comment, après la construction de nouveaux gouvernements, comment ça va se passer. Et pour ça, c'était exactement la raison pourquoi on a accéléré le projet pour la phase 1B et phase 2. Parce que normalement, si on regarde le plan original, on a eu le plan de finaliser, avancer le Joint Concept Study, de finaliser phase 1A, et après la phase 1A, entrer dans la phase 1B et 2. Maintenant, on est encore dans la phase 1A, et on lance déjà la phase 1B. On fait ça pour éviter le problème de l'année prochaine, pour être sûr qu'on peut déjà lancer maintenant tout ce qui est nécessaire pour éviter cette discussion. Ça, c'était la raison pourquoi on a fait des efforts énormes industriellement pour faire une offre. Si vous vous rappelez, le RFP était lancé au début d'octobre l'année dernière et on a répondu déjà fin octobre. On n'a eu que 4 semaines pour terminer des offres pour les 7 pays. Après, on a eu du temps pour modifier, adapter, parce que le budget n'était pas assez grand. On a adapté et on fait un bafo mi-janvier. Et on est en train maintenant d'adapter, finaliser les contrats dans les 7 pays. Et je ne crois pas pour quelques milliards d'euros. On a déjà fait des offres dans cette court délai. Pour ça, on fait des efforts énormes pour y arriver, surtout pour entrer dans un contrat avant les élections allemandes. Et comme vous savez, le processus est un peu compliqué en Allemagne parce qu'on doit passer pas seulement l'approbation de MOD, mais aussi du ministère des Finances, mais après aussi le Bundestag. Et normalement, la préparation sont 3 mois de préparation pour passer le Parlement. Si on regarde ça, et normalement, on estime qu'à partir de juin, ça devient de plus en plus difficile de réaliser encore des projets qui passent les 25 millions. Au mois de juillet, à mon avis, c'est pas possible. Et déjà, juin, c'est pas très probable. Le plan original était entré dans le Parlement au mois de mai. Ça veut dire, normalement, on avait terminé toutes les négociations au mois de février pour y entrer. Ça veut dire qu'on est déjà très, très tard dans le processus. Est-ce que c'est encore faisable? Oui, je crois dans ce cas, peut-être oui. Ce n'est pas garanti. Parce que tout le monde le veut. On a du support des chanceliers, on a du support du gouvernement, mais il faut des efforts pour le faire. Et pour ça, c'est aussi, on a beaucoup de pression pour terminer les négociations, pas seulement avec Dassault, parce qu'il faut encore créer un accord pour les prix, pour les terms and conditions avec les nations, et finaliser les contrats, et lancer le processus.
Et on a quelques jours pour le faire. Pour ça, il y a pas mal de pression. Mais pour ça, est-ce que ça peut créer un impact? Oui. Pour ça, c'est encore plus important qu'on peut terminer maintenant. Mais quel va être le gouvernement? En ce moment, j'ai pas un sentiment. Qu'est-ce que ça peut donner dans l'année qui vient, dans les mois qui viennent. C'est aussi pour le Bundestag. Bien sûr, on a un processus qui est plus dur. Ça devient aussi de notre histoire. Et, je crois que c'est quand même clair pourquoi c'était constitué de cette manière. Et ce n'est pas une garantie, même si on a tous les supports, que si on ne peut pas répondre à toutes les questions du Parlement, ce n'est pas garanti qu'on peut passer. Et pour ça, il faut... la première étape est que l'industrie dit, et pas seulement nous, mais aussi tous nos fournisseurs et nos partenaires, qu'ils disent qu'ils sont contents avec la structure qu'on a créée. S'il y a quelques gens qui disent non, on ne veut pas, on perd quelques semaines, quelques mois, et ça peut être déjà trop tard pour finaliser. Et pour ça, c'est important. Et nous, on fait beaucoup des efforts en parallèle. On parle avec les industriels allemands chaque semaine, chaque mois. On fait beaucoup des rondes d'information aussi pour les députés, parce qu'il y a bien sûr des stratégies politiques qui sont différentes. Il faut qu'ils comprennent vraiment les détails derrière. Et si vous voyez ce qui était écrit dans la presse, ça n'aide pas beaucoup pour ce processus, parce que j'espère quand même que vous avez regardé qu'on n'a pas fait beaucoup de bruit en Allemagne, parce qu'on veut passer au Parlement et on ne veut pas créer des émotions en plus. Pour ça, on veut aussi expliquer qu'est-ce qui se passe. Il faut créer de confiance. Mais après, on a quelques semaines pour finaliser et pour recevoir l'accord du Bundestag. Et il y a encore beaucoup de travail à faire pour démontrer que ce qu'on décrit dans quelques mots est vraiment ce qu'ils expectent de nous. Et là, il y a du travail à faire. Pour la choix des technologies et comment ça se passe, comme Antoine a bien expliqué, c'est bien sûr, c'est exactement pourquoi on a lancé ensemble l'idée de système de SCAF, parce que si on n'avait pas fait ça, le risque qu'on va acheter dans beaucoup de pays européens des produits système américains est évident. Et pour ça, on a fait vraiment des efforts, parce que finalement, on a besoin d'une autonomie stratégique en Europe. Il faut aussi protectionner les capacités et les capacités qu'on a investies pour une dizaine d'années, parce que ça, finalement, ça va garantir qu'on est autonome, ça va garantir qu'on a les innovations dans nos pays qu'on a besoin dans les années qui viennent. Est-ce qu'il y a vraiment une alternative pour ça? Non. Et pour ça, c'était aussi important de prendre la décision pour le Eurodrone. Je sais, c'était un effort énorme pour les 4 pays, mais si on n'avait pas fait ça, on n'a pas les moyens pour garder les capacités en Europe dans les années qui viennent. Parce que ça devient de plus en plus difficile à faire la compétition avec les grands systèmes américains. Si on veut créer un SCAF, on a besoin de ces capacités, parce que ça fait partie de roadmap de SCAF. Et pour ça, on ne peut pas regarder Euromail tout seul, il faut le regarder avec le SCAF ensemble. Et ça fait beaucoup de sens de développer cette roadmap, même si ça peut être un peu plus cher, mais ça va vérifier dans les années qui viennent qu'on a les capacités pour développer les compétences et continuer à développer les compétences qu'on a besoin pour SCAF. Et ça, je crois quand même, est une bonne décision, et je crois que c'est une décision de supporter l'autonomie stratégique, et je suis 100% sûr que c'était la bonne décision. Et pour nous, c'était aussi important, parce qu'on a dit, nous, comme
comme Airbus, on a investi dans les derniers 10 ans, on a investi 1 milliard d'euros de notre argent dans les capacités drones. Mais on a dit aussi, si on n'a pas un projet maintenant, on arrête. Et pour ça, c'était vraiment important de stabiliser maintenant ces capacités et développer le Euromail pour le futur. Et tout à fait d'accord que pour le SCAF, on a besoin de cette roadmap. Dans le remote carrier, dans le SCAF, on va développer ces compétences ensemble avec Satnus et avec MBDA. Et là, tu connais mieux que moi, les capacités de MBDA sont très très fortes et je suis sûr qu'on va développer des bonnes solutions pour les SCAF. Je crois, j'ai pas oublié, mais peut-être pour la stratégie et l'équilibre entre civil et la région toulousaine. Merci dire que sur ces précisions, et en particulier sur ce que tu as très bien souligné, l'importance du calendrier. Parce que les échéances politiques en Allemagne, mais dirons-nous pas seulement en Allemagne, les échéances politiques sont à la fois des échéances pour prendre des décisions et des échéances qui peuvent retarder des décisions. Et comme l'a expliqué Dirk, en Allemagne, sans qu'on puisse évidemment prédire quels seront les résultats des élections, on sait qu'il y a de toute façon une coalition qui doit être négociée. Et cette coalition, c'est quelques mois. Donc on se retrouve dans un autre calendrier électoral, cette fois-ci en France, qui sera également difficile. Voilà pourquoi Dirk a insisté à juste titre sur la nécessité de faire vite. Et à ce titre, je voudrais dissiper un malentendu. J'ai entendu un accord avait été trouvé en décembre 2020, cet accord a été remis en cause. Non, je suis désolé de le dire. Si un accord avait été trouvé, on aurait été extrêmement heureux de confirmer cet accord juste avant la fin de l'année 2020. Malheureusement, il n'y a pas eu d'accord en 2020 et on est reparti début 2021 sur des positions qui étaient certes rapprochées, mais qui n'étaient pas convergentes. Alors la stratégie Airbus, Monsieur le Président, est-ce que Airbus veut se refaire une santé sur la défense? Pour employer, voilà, qui est une manière un peu lapidaire de poser la question. Je vais vous répondre, Monsieur le Président, que si nous regardons Boeing, notre grand concurrent sur les avions commerciaux, en grande difficulté, plus que nous. Boeing a environ 30% de son activité dans le militaire et le spatial. Regardons maintenant l'industrie chinoise, Avic, Comac. Environ 30% de l'activité dans le domaine défense spatiale. Airbus, 15% de son activité dans le domaine défense spatiale. Ça veut dire qu'en termes de pourcentage, et il ne faut pas se tromper de débat, la concurrence n'est pas entre nous, Européens. Le débat peut être entre nous, Européens. La rivalité, malheureusement, peut être entre nous, Européens, mais la concurrence stratégique, elle est entre l'Europe, les États-Unis et la Chine. Voilà le débat, il ne faut pas se tromper de débat. Donc quand les deux grands concurrents, qui sont supportés par les deux grandes superpuissances, américaines et chinoises, ont 30% de leur activité dans la défense et le spatial, Airbus doit aussi se renforcer dans la défense et le spatial. Et ça, ce n'est pas nouveau. Bien avant que cette crise du Covid n'éclate il y a à peu près un an, nous avions cette ambition, et d'ailleurs elle a été explicitée dans le projet SCAF, nous avions cette ambition de nous développer dans la défense et dans le spatial, de nous développer à travers tout un ensemble de nouveaux programmes européens. Et la stratégie d'Airbus est de développer son activité défense et spatiale à travers de nouveaux programmes européens ayant un cœur franco-allemand, en tout cas un cœur franco-allemand historique, programmes sur lesquels d'autres partenaires, l'Espagne, l'Italie pour l'Eurodrone, se joignent, et lorsqu'on parle du SCAF, se joignent comme des partenaires égaux des deux partenaires historiques. Donc la question n'est pas de se refaire une santé, la question est une question de stratégie de long terme pour que le champion européen Aerospace and Defense, pour reprendre cette expression anglo-saxonne, parce que nos grands concurrents, nos rivaux chinois et américains ont cette taille critique et ont cette activité, Airbus doit se développer dans cette direction. C'est la condition pour que son activité commerciale
dont la crise de la Covid a montré qu'elle était plus fragile qu'on ne le pensait. Que cette activité commerciale soit rendue plus robuste par ce volet défense, mais que ce volet défense et ce volet spatial soient aussi rendus plus robustes par ce qui a été le cas pendant des années, par la situation extrêmement profitable et extrêmement en croissance qu'on a connue, en particulier sur la 320. Donc le militaire, le spatial d'un côté, le commercial de l'autre se supportent mutuellement. Et c'est ce périmètre aéronautique, défense, espace qui est dans les gènes de la France. Depuis le développement d'aérospatial dans les années 60-70, on avait cette notion que ces piliers sont des piliers qui se supportent mutuellement. Ça s'est peut-être un peu perdu avec la réduction des budgets de défense dans les années 90. Ça s'est peut-être un peu perdu par la croissance considérable qu'on a vue dans l'aviation commerciale, mais c'est aujourd'hui un fondamental sur lequel il faut qu'on revienne. Ce n'est pas une décision de circonstance, c'est une décision stratégique fondamentale pour le groupe Airbus et je dirais pour l'ensemble de l'industrie aéronautique, défense spatiale européenne. Il y a peut-être... La région. Ah, la région. La région. On a de grandes ambitions pour l'aviation commerciale en France, en Europe et en France, en région toulousaine. De grandes ambitions parce que cette crise, comme toutes les crises, est aussi une occasion de nous améliorer, de nous remettre en cause, de comprendre quels sont les grands défis technologiques. Et ces grands défis technologiques sont aussi des grands défis de la société, en particulier la feuille de route d'aviation verte, sur laquelle il faut le noter avec énormément de satisfaction de part et d'autre de cette table, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs, les industriels et les pouvoirs publics et les parlementaires se sont mobilisés dans une période qui était pourtant beaucoup plus difficile budgétairement, qui était celle de la crise de la Covid, sont mobilisés pour augmenter de façon très significative les budgets de R&T sur l'avion hydrogène et sur les différentes solutions techniques pour améliorer l'empreinte carbone de l'aviation. Donc on a aujourd'hui une ambition qui non seulement a été maintenue, mais qui a été renforcée à l'occasion de cette crise. Donc c'est un message évidemment de confiance et d'espoir pour l'ensemble des salariés du groupe Airbus, pour l'ensemble des partenaires et pour le tissu industriel et social en région toulousaine. Un mot peut-être sur les IPR. Dirk qui a répondu, je voudrais ajouter quelque chose. Il y a une sorte d'ambivalence dans la discussion lorsqu'on parle d'IPR. Une ambivalence parce que certains disent plus, on veut se protéger, d'autres disent plus, on veut contribuer. Et je pense que ces deux objectifs ne sont pas contradictoires, mais sont complémentaires. Et que chacun a le droit de se protéger, a le devoir de se protéger, chacun a le devoir et le droit de contribuer. Et que les investissements considérables qui ont été faits par les entreprises, mais derrière, ce n'est pas les entreprises, ce sont les États qui ont investi de façon considérable dans ces capacités technologiques sur l'aviation de combat, ces investissements doivent être protégés. Et je dirais que sur ce sujet, Éric Trappier, Dassault, Airbus, nous avons la même vision. C'est peut-être quelquefois des discussions, comme vous l'avez souligné, Président, un peu plus compliquées avec les États, mais le principe, qui est le principe agréé, et sur lequel on va converger dans son application détaillée, c'est que ce qu'on appelle le foreground, c'est-à-dire ce qui est fait en commun, est une propriété commune, et ce qui a permis d'arriver à ce foreground, ce qu'on appelle le background, reste la propriété de chacun des acteurs. Et que dans les cas très précis où pour utiliser le foreground, il faut un peu de support sur ce qui existe avant, ce support est organisé, mais il est organisé de façon extrêmement formelle et extrêmement restrictive. Donc ce sont des principes qui vont être appliqués, et je crois pouvoir dire sans être exagérément optimiste que ce débat va devenir un faux débat, que les deux grands points d'inquiétude qui ont été soulevés la semaine dernière par Éric Trappier, ce deuxième point, qui est le point des IPR, devrait être résolu. Mais je crois qu'il faut changer aussi d'approche. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas seulement de se protéger. L'objectif, c'est de contribuer. Et vous l'avez bien senti dans l'exposé de Dirk. L'Allemagne et l'Espagne, bien sûr qu'elles veulent se protéger, mais elles disent aussi: nous avons investi pendant des décennies dans ces technologies, nous voulons que cet investissement soit utilisé à l'occasion du SCAF. Et je pense que c'est une revendication, une demande, une attente qui est extrêmement légitime et qui n'est pas une attente de confrontation, qui est une attente de coopération.
On veut contribuer des actifs, les technologies qu'on a développées. Et je pense que c'est peut-être le moyen de redonner une perspective à cette discussion qui prend le risque d'être un peu conflictuelle sur les questions des IPR. Peut-être seulement une partie, il y avait encore la question des choix de technologies pour les autres pays. Non, on avance bien. Il faut bien sûr diviser entre le programme démonstrateur et après le programme de développement et de production. On a trouvé des solutions qui sont bien équilibrées déjà pour le programme de démonstrateur. Là, on ne voit pas qu'il y a des problèmes. L'avantage de SCAF, surtout si on regarde le système de système, on a une chance qui, je crois, on n'a pas bien communiqué jusqu'à maintenant. Parce qu'on avance avec la démonstration pour démontrer qu'on peut travailler dans un système de système. On peut avoir des communications entre les remote carriers, entre les drones, entre les avions. On peut utiliser des télécommunications satellites, télécommunications terrestriales. Tout ça, on va démontrer, mais la vraie ambition est créer ce système de système nous va aider pour accélérer des innovations qui manquent en Europe aujourd'hui. Tout ce qui est hyperscaler, tout ce qui est cloud storage, tout ce qui est edge computing, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens pour accélérer vraiment les innovations en Europe et on voit qu'on a une gap entre la Chine, les États-Unis et nous. Ici, on a la chance de mettre de l'agence, des investissements militaires pour créer vraiment un spillover qu'on peut utiliser pour défendre ces technologies et créer des technologies européennes pour le cloud, pour l'intelligence artificielle, parce que ce qu'on veut faire, si on imagine, on veut connecter un avion hypersonique avec un avion, peut-être un A400M ou un MATT qui peut être le data center, et il faut que ça fonctionne en real time, utilisant les connexions satellites et terrestriales et mobiles. Et ça n'existe pas aujourd'hui. Il faut après analyser les données qui arrivent en temps réel, dans un layer national et après dans un layer international et renvoyer les données aux sensors et aux véhicules pour prendre des décisions. Et tout ça toujours en quasi réel, à temps réel. Il faut créer des innovations qui n'existent pas aujourd'hui. Et ça nous donne des options qu'on n'a pas eues dans le passé. On a lancé malheureusement très tard dans tout ce qui est IT, mais ici dans le projet SCAF, on peut vraiment utiliser les investissements militaires aussi pour créer des spillover effects pour les civils. Et ça c'est très important. Je crois que tous les partenaires ont bien compris cette opportunité. Et pour ça, on avance bien dans cette vision et comment on peut faire ça dans une systématique modulaire, parce qu'on ne peut pas faire tout en même temps, mais l'avantage est qu'on peut faire ça dans une séquence. Et je crois que tous les partenaires ont bien compris que c'est une opportunité qui n'existe pas dans le monde civil aujourd'hui. Merci, Président. On va prendre un deuxième train de questions. Hélène Conway. Oui, bonjour, messieurs les présidents. Merci pour votre présentation. Moi, je voudrais revenir sur un point qui a déjà été évoqué par les orateurs précédents, qui est finalement ce projet politique où nous avons un exécutif français très motivé, il faut le voir dans l'expression de la ministre et du président de la République, et un partenaire, l'Allemagne, qui fait d'autres choix et qui montre, par exemple, avec l'achat des Boeing militaires F-18 aujourd'hui, que peut-être ce projet européen n'est pas conçu de la même façon que nous le concevons, à savoir que le SCAF, de fait, serait, après le FEDEF, après d'autres initiatives européennes, un projet très concret qui montrerait que l'Europe est en capacité aujourd'hui d'aller vers cette souveraineté européenne, voire cette autonomie stratégique que la France défend bec et ongle. Sur le plan industriel, nous avons
nous avons l'impression d'être dans une impasse. Il faut espérer que nous allons en sortir bientôt. Et c'est tout à fait légitime que certains qui ont certaines capacités, voire un leadership dans un domaine, le défendent et souhaitent le conserver. Alors moi, j'aimerais savoir si vous pensez que ce projet politique et industriel est finalement réconciliable aujourd'hui. Et est-ce que nous allons vers 3 SCAF nationaux avec finalement des spécificités particulières pour l'Allemagne, des spécificités pour la France, puisque cet avion, enfin ce système de système, c'est pas un avion, ce système de système correspondra finalement à des besoins ou des ambitions différentes. Donc ça, c'est la première question. Et le deuxième point, il y a 2 ans, nous avons travaillé donc dans un rapport sur la défense européenne. Et dans les auditions, il nous a été dit à la fois du côté français, mais également du côté anglais, puisque nous avons auditionné notamment le secrétaire d'État à la Défense, que ce projet était existentiel sur le plan technologique. Donc j'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce qu'on peut prendre le risque que le SCAF n'aboutisse pas? Et nous connaissons déjà des retards, ce qui fait que sur le plan des exportations, nous risquons à terme d'avoir un gros problème si d'autres produisent et vendent un système 5 ans avant le nôtre qui sera peut-être de qualité égale. Et doit-on avancer coûte que coûte? Voilà. Monsieur Trappier nous a répondu la semaine dernière que ce n'était pas sa vision des choses, donc j'aimerais que vous puissiez vous exprimer la vôtre. Merci. Isabelle Raymond-Pavero. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, on le sait aujourd'hui, les négociations, elles se portent sur 2 points qui sont sensibles et à la fois essentiels. C'est la charge de travail entre les différents industriels, bien sûr, concernés, et surtout la propriété intellectuelle, qui est une problématique du ressort des États, et notamment en Allemagne. Mais il y a la politique du stratège opérationnel qui est basée, elle, sur des choix qui sont technologiques et stratégiques, mais surtout sur la responsabilité de tâches stratégiques. Et il faut identifier aujourd'hui les responsabilités sur les différents chantiers du programme, sachant bien entendu que ceux-ci sont porteurs à la fois de risques techniques, mais budgétaires également. Alors il y a de grands principes, bien sûr, à laquelle la France n'entend pas déroger. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui sur le premier point, quels efforts vous êtes prêts à consentir, pour quel type de coopération, mais surtout pour pouvoir préserver notre coopération européenne de défense-espace qui est essentielle aujourd'hui. Merci. Merci. Alors en visio, Olivier Cadic. Merci, Monsieur le Président. Oui, je voudrais revenir sur des propos d'Antoine Bouvier, qui, dans son introduction, disait qu'on ne peut pas comparer avec il y a 35 ans. En fait, j'ai eu l'opportunité de travailler avec le bureau d'études d'Assaut Aviation, d'Avion Marcel Dassault à l'époque. En réalité, il y a beaucoup de parallèles, tant dans les discussions européennes à l'époque, que aussi sur le défi que ça représentait pour les avions Marcel Dassault de faire le Rafale. Et ce défi avait été relevé et beaucoup pensaient que Dassault ne serait pas capable de faire ce nouvel avion. Donc, en fait, je pense qu'on peut quand même regarder l'expérience. Et d'ailleurs, puisque dans quelques semaines, nous allons célébrer le bicentenaire de la mort de Napoléon, il disait que pour diriger une armée, il vaut mieux un mauvais général que 2 bons. Et ce n'est pas par hasard si, au niveau industriel, les partenariats à 50-50 sont les plus compliqués. Alors, l'arrivée de l'Espagne a changé cet équilibre pour Dassault, et c'est ce que nous a dit M. Trappier la semaine dernière. Moi, la question aujourd'hui concernant le SCAF, c'est: je ne pense pas que ça doit être un projet politique, ça reste un projet industriel si on veut que ça fonctionne. Et vous l'avez dit, l'important c'est de construire ce nouveau système. Mais là, par rapport à ce que vous avez exprimé quand vous avez expliqué la stratégie d'Airbus, la question qui se pose, c'est: est-ce que cette stratégie d'Airbus de se développer dans le militaire ne peut pas être contradictoire avec la stratégie de Dassault Aviation? Ça, c'est une question qui se pose quand moi je vous écoute. Et vous avez dit, quand on attaque Airbus, on attaque l'Europe. Non,
sur ce dossier, Airbus ne représente pas l'Europe. Airbus représente l'Allemagne et l'Espagne. La France représente aussi l'Europe. Et donc, aujourd'hui, nous sommes avec un concurrent du Rafale. Et donc, la difficulté, c'est effectivement d'avoir deux concurrents et de les faire converger ensemble vers un nouveau système. Donc, on comprend cette difficulté aujourd'hui. Maintenant, la question pour nous, qui doit être claire, c'est est-ce que Airbus est prêt à se ranger derrière le leadership de Dassault sur le SCAF, qui était normalement le point de départ, qui était avéré. Pour nous, c'est absolument important et ça ne doit pas pouvoir être contesté. Et ensuite, est-ce que ce travail de coopération ne va pas finalement coûter plus cher, puisque là, on voit que maintenant, il y a un troisième acteur. Comment pouvez-vous montrer que ça va coûter effectivement moins cher, puisque le Typhoon n'est pas un bon exemple en termes de coût, quand on regarde par rapport à l'exemple Rafale. Et dernière question, est-ce que Airbus a vraiment réclamé de pouvoir développer les commandes de vol du NGF? Merci beaucoup. Merci Olivier. Alors on va prendre les deux derniers intervenants. Bruno Sido, s'il est toujours là, en visio. Il est toujours là. Allez, vas-y, on t'écoute. Merci, Monsieur le Président. Ce projet SCAF, on l'a bien compris, a une dimension industrielle. C'est évident. D'ailleurs, vous avez expliqué quelle était votre stratégie de monter de 15 à 30%, et on le comprend bien. Mais c'est quand même une dimension, d'abord, de mon point de vue tout au moins, politique, car militaire. On ne peut pas... on recherche l'autonomie stratégique, l'Europe, bien entendu, mais encore faut-il avoir une stratégie commune. On ne peut pas se permettre de produire un système qui serait inadapté aux besoins de chacun des partenaires. On a des exemples, d'autres exemples, par exemple la 400M, je ne voudrais pas revenir sur ce qui est arrivé, mais à vrai dire, il y a eu bien des difficultés parce que chacun avait des besoins, des demandes un peu différentes, voire très différentes. Et on sait ce qui s'est passé. Par conséquent, ma question est très simple. Peut-on se permettre d'avoir les mêmes inconvénients avec le SCAF et a-t-on tiré les leçons de ce précédent partenariat? Merci. Une bonne question. Enfin, Michel Gréaume, toujours en visio. Merci, Monsieur le Président. Je comprends la crainte de Dassault Aviation de perdre les brevets sur les technologies françaises à cause du système des 1 tiers. En effet, si l'Allemagne et l'Espagne sont d'accord sur les exigences, nous pourrions perdre un savoir-faire pour l'industrie française et pour la défense future de la France. De plus, les élections en Allemagne en septembre et en France en 2022 risquent d'impacter les négociations. Vu les compétences que vous avez citées de l'Allemagne, de l'Espagne, pourriez-vous nous dire, à votre avis, quel serait l'avantage pour l'Espagne de suivre l'Allemagne sur les exigences demandées, notamment sur l'octroi des brevets? Et savez-vous leur position sur ce sujet? Merci. Merci. Alors, moi, je reviens, pour aller au fond du sujet, sur les points de frottement avec Dassault. Le président Trappier nous a dit la fois dernière, et de manière très claire, que sur les 6 work packages stratégiques, c'est-à-dire sur les 6 répartitions de charges de travail industrielles, il fallait qu'ils les maîtrisent pour assurer leur leadership. Quelle est votre réponse sur cette exigence? Dire que m'aidera à répondre à cette question qui est au cœur des discussions et qui sera peut-être même discutée cet après-midi ou demain. Donc vous voyez qu'on est au cœur de l'actualité. 1985, très rapidement. En face de nous, on avait le F-16. 2021, en face de nous, on a le F-35. 2040, en face de nous, on aura le successeur du F-35. Le F-35, c'est plusieurs fois les coûts de développement du F-16. Le système, c'est plusieurs fois les coûts de développement de l'avion. Donc je pense que cette perspective répond à la question. Il n'y en a aucune façon, vous l'avez noté, j'ai commenté de façon négative les choix qui ont été faits en 1985. Je dis simplement, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation. Ensuite, la stratégie de Dassault, ce n'est pas à moi de parler de la stratégie de Dassault, mais probablement si la question a été posée à Éric Trappier, il dirait, parce que c'est comme ça qu'il s'exprime, on a 2 grands piliers, le pilier défense et le pilier commercial, avec les aviations d'affaires, le Falcon et le Rafale. Et ces 2 piliers ont des synergies très fortes et contribuent
à la robustesse de l'activité commerciale, à la robustesse de l'activité militaire. C'est exactement ces termes que j'ai décrits, la stratégie d'Airbus. Donc d'une certaine façon, on est cohérent et on a la même approche des marchés militaires et des marchés commerciaux. Ensuite, est-ce qu'on est concurrent en voulant se développer sur ce secteur militaire? Je pense qu'on n'est pas concurrent, au contraire, parce que c'est un projet en coopération entre Airbus et Dassault. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Airbus n'a que 1% du budget français sur le SCAF. Le reste, c'est Dassault en particulier, mais également Safran et Thales. Donc ce programme, quand il se fera, et j'espère qu'il se fera, sera un programme qui apportera de la croissance à l'ensemble des acteurs, qui apportera de la croissance et des perspectives de très long terme à Dassault, qui apportera de la croissance et des perspectives de très long terme à Airbus et à l'ensemble des autres acteurs. C'est comme ça que je le vois. Je vais peut-être, Président, prendre le risque, non pas de répondre à la question, mais d'échanger quelques idées sur F-18. La question a été posée. Parce que ça permet aussi de dissiper certaines incompréhensions. L'Allemagne a acheté du F-18 pour poursuivre sa mission nucléaire dans le cadre de l'OTAN. C'est comme ça que la question a été posée par les États-Unis. L'Allemagne n'a pas acheté du F-35. Et cette décision, on peut la voir comme le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. L'Allemagne n'a pas acheté du F-35 parce que l'Allemagne voulait protéger le SCAF. L'Allemagne a acheté du F-18 parce que l'Allemagne avait une mission nucléaire qu'elle voulait poursuivre et que le F-18 était le seul avion qui permettrait de le poursuivre. Voilà, en quelques mots. Évidemment, le dossier est probablement un peu plus complexe, mais pour expliquer ce malentendu et la façon dont on peut voir une situation avec des perspectives très, 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 très différentes. Maintenant, je te laisse la parole. Non, je crois... Des patrouilleurs maritimes, là, cette nouvelle qui vient de tomber, ne va pas non plus dans le bon sens, puisque c'était un projet auquel nous étions très attachés ensemble. Déjà, jusqu'à maintenant, ce n'était pas un achat F-18, c'était seulement une décision. Et il manque encore l'exécution parce qu'on est encore dans le processus de RFI et RFP. Pour ça, jusqu'à maintenant, c'est pas un achat. Comme Antoine a exprimé, je crois que c'était très important parce que dans cette époque, on a quand même aussi discuté le F-35. Et finalement, c'était vraiment une décision contre le F-35 pour la collaboration avec la France pour le SCAF. Et ça, c'est vraiment essentiel. Après, il faut quand même regarder aussi des besoins des forces aériennes où ils ont regardé toutes les capacités qu'ils ont besoin. Et on est en train de discuter que le Tornado devient de plus en plus cher pour l'opération. Et pour ça, c'était la décision comment on peut phase out le Tornado et comment on peut remplacer les fonctions que le Tornado représente aujourd'hui. Et ça, c'était la décision du gouvernement allemand de choisir un compromis. Et je crois que c'est important de voir que c'est vraiment un compromis. Pour d'autres systèmes, je crois que le système principal, la décision était pour Eurodrone et pour SCAF. Et c'est vraiment la collaboration avec la France surtout. C'était aussi déclaré en juillet 2017 entre la France et l'Allemagne, où les programmes stratégiques ont été déclarés et choisis ensemble. Et je crois quand même que j'ai jamais entendu quelque chose d'autre, que l'Allemagne est 100% derrière cette stratégie et va continuer à travailler au-dessus. Est-ce qu'il y a un risque qu'on va avoir 3 avions différents? Non, pas du tout. Pas du tout. Et là, je crois tout le monde, les nations et les industriels sont d'accord. On a déjà appris que la fragmentation ne fonctionne pas. Et l'idée de SCAF est de travailler contre la fragmentation, de créer une plateforme qui est vraiment européenne et qui représente une solution commune. Bien sûr, c'était aussi la remarque pour le hackathon. Là, on a vu, on a des versions complètement différentes. Même les parachutes sont différents.
Et ça, c'est quelque chose pas, si on veut travailler ensemble, c'est pas une solution efficace. Et pour ça, je suis sûr, on va avoir un avion. Il y a la discussion, et je crois là, il y avait la confusion en Allemagne, parce qu'il y avait la confusion, est-ce qu'on va avoir un deuxième démonstrateur qui passe sur le Eurofighter? Et bien sûr, c'est pas une question. Parce que, juste pour expliquer comment la spécification est faite, nous, on a développé 10 architectures ensemble entre les partenaires pendant le Joint Concept Study. Et les 3 chefs de forces aériennes ont choisi ensemble, pas nous, les clients, ils ont choisi 5. Ils sont en train de discuter maintenant des spécifications de chacun pour voir quelle architecture est la meilleure pour le démonstrateur. Et ils vont choisir quelles spécifications et quelle architecture ils veulent réaliser. Et ça va pas être un Rafale, ça va pas être un Eurofighter, parce que c'était clairement dit, les 3 États sont pas prêts à payer quelques milliards d'euros pour un Rafale plus ou un Eurofighter plus. On veut bien sûr utiliser ce programme de démonstration pour dérisquer la technologie, mais aussi pour créer le chemin pour un développement et un programme de production qui va réaliser des nouvelles technologies. Et si on veut faire ça, ça peut être une question politique et stratégique de créer 3 exemplaires de même démonstrateur, parce que c'est quand même, on voit, il y a un grand intérêt dans la population, et c'est quand même aussi pas facile à expliquer qu'on n'utilise qu'un, mais c'est une question de financement. Mais est-ce qu'ils vont être différents? Non. Ça va être le même prototype avec la même spécification, peut-être produit 3 fois. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de... Mais on doit éviter cette fragmentation. Et aujourd'hui, je n'ai pas vu un intérêt ni de l'industrie, ni des nations de répéter des erreurs qu'on a faites dans le passé. Pour l'équilibre, bon, je sais que, bon, j'ai aucun problème dans la discussion avec Éric Trappier que l'équilibre a changé, parce que c'est le cas. Mais comme vous savez, ce n'était pas une décision de l'industrie d'intégrer les Espagnols, c'était une décision nationale entre la France et l'Allemagne. Maintenant, l'industrie doit s'adapter. Et bien sûr, si on regarde un peu comment on a commencé, 2018, quand le High Level Court était signé entre les 2 ministères, on a signé en même temps le document de coopération industrielle entre Dassault et Airbus, et c'était signé par Éric Trappier et moi. Et là, c'était bien défini qu'on va partager 50-50, que Dassault va faire le lead de Next Generation Fighter, de NGF, et nous, on va faire le lead de système de système. Mais avec l'intégration d'Espagne, bien sûr, le contexte a changé et on doit s'adapter. Et ce n'était pas le choix ni de Dassault ni de Airbus. Et maintenant, il faut trouver une solution qui correspond aux nécessités des 3 pays, parce qu'on a quand même d'expectations derrière. Et comment on peut maintenant réaliser ça dans la collaboration? Et je comprends, Eric, tout à fait, que bien sûr, si on va où on a commencé, où on est, c'est bien sûr très difficile à accepter et maintenant à réaliser une solution commune. Mais je crois quand même qu'on a des bonnes discussions et c'est avec tous les respects pour les positions et je crois quand même qu'on peut créer une solution commune. Et on va continuer à partir d'aujourd'hui pour y travailler parce que, comme j'ai dit avant, pour nous, il n'y a pas un plan B. On veut que ça fonctionne. On va faire des compromis des 2 côtés, ou des 3 côtés, parce que sinon, on n'a pas un projet.
Mais est-ce que c'est finalement bien pour la France? Je suis 100% sûr qu'on ne va pas faire des bêtises. On ne va pas réaliser un projet si pas les 3 pays et tous les industriels sont d'accord et si on a confiance qu'on peut réaliser ce projet ensemble. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas une décision pour un petit projet, c'est une décision pour une dizaine d'années. On va être ensemble pour pas seulement pour le démonstrateur, on va ensemble jusqu'à 2040 et après. Ça veut dire on va travailler pour une dizaine d'années ensemble, ou au moins moi je vais être dans la retraite quand on va en opération. Je crois quand même pour ça, est-ce que c'est normal qu'on a encore des discussions? Oui, parce qu'on a fait quelque chose dans un délai très très court et bien sûr il y a encore des questions ouvertes, mais je suis très optimiste qu'on va trouver des solutions. Pour le A400M, je crois la différence, qu'est-ce qu'on fait différent maintenant? Et on a regardé tous les lessons learned de A400M. Et là, j'espère que vous vous rappelez aussi, on avait fait beaucoup des erreurs dans le processus de programme. Surtout, on a aussi, comme vous avez dit, on a accepté des spécifications qui étaient très exigeantes. On a accepté aussi de développer un moteur en Europe, pas avec un fournisseur, mais avec 4. On a accepté un sous-traitant italien qui était responsable pour comment on dit, la boîte de vitesse le plus complexe du monde. Et on a appris de ça. Pour ça, on fait aussi les démonstrateurs pour dérisquer la technologie, être sûr qu'on est prêt. Mais aussi, comme vous avez vu, on a commencé avec 2 pays, avec des spécifications très restrictes. Et maintenant, même avec l'intégration de l'Espagne, ils sont très stricts avec les spécifications pour éviter le problème qu'on a une spécification qui finalement personne ne peut réaliser. Et je crois quand même avec les démonstrateurs, on va démontrer que les risques sont limités. Et après, on fait avec le développement agile, avec des release planning, on va dérisquer aussi pendant le programme de développement et production pour éviter les erreurs qu'on a fait dans d'autres programmes. Mais je suis 100% sûr qu'on a les bons partenaires à la table et qu'on va y aller commune et je suis sûr qu'on va réaliser ce projet avec toutes les expectations des 3 clients, mais aussi avec des spécifications qui sont raisonnables. Antoine, je pense qu'on a répondu aux questions, pas toutes. Pas toutes. Laquelle avons-nous oublié, Dirk et moi? Micro. Est-ce qu'aujourd'hui, les retards qui sont pris sont gérables? Et est-ce que vous pensez que on peut se passer du SCAF? Est-ce qu'on doit le faire coûte que coûte? C'est la question qui avait été posée à Éric Trappier. Et je souhaiterais avoir votre avis sur le sujet. Oui, je vais répondre, parce que je sais que tu répondrais de la même façon, Dirk. Oui, Éric Trappier a dit on ne va pas le faire coûte que coûte. Mais personne n'a jamais accepté de faire quelque chose coûte que coûte. Il peut y avoir des choses qui sont essentielles, qu'on ne fait pas quoi qu'il en coûte. Merci, monsieur le sénateur. Quoi qu'il en coûte. Il y a des choses qui sont essentielles, et je l'ai dit dans mon introduction, pas dans n'importe quelles conditions, ni en France, ni en Espagne, ni en Allemagne. Donc c'est à nous de faire en sorte, si des choses sont essentielles, que les conditions sont remplies. Donc la question n'est pas de faire quelque chose quoi qu'il en coûte, la question est de trouver les conditions pour que quelque chose qui est essentiel puisse être réalisé. Je n'ai pas semblé avoir eu de réponse sur la question que j'avais posée concernant les affirmations d'Éric Trappier sur la maîtrise d'œuvre vis-à-vis des nouvelles demandes de l'ITCHAR que vous avez faites. Comment vous pensez qu'il puisse y arriver? Non,
on accepte les leaders Dassault 100%, il n'y a aucun doute. Je ne sais pas d'où ça vient, mais même, je crois que c'était... C'est toujours pareil, c'est aussi beaucoup de choses qu'on lit, parce qu'on n'a pas vraiment l'occasion de vous voir, et c'est une excellente chose que vous soyez là, mais que le work package, il y a 50% qui sont partagés, qui sont joints en fait, qui sont donc pas, sur lesquels il n'y a pas de leader, et il y a 50% qui restent avec en répartition un tiers, et semble-t-il, en tout cas, il y a une certaine contestation sur le tiers de Dassault. Oui, je peux expliquer peut-être plus en détail. Bon, si on parle de NGF, pilier 1, on parle à peu près de 100 work packages. Et dedans, il y a une partie qui est joint. Dans le joint, il y a aussi un coordinateur qui est le primus inter pares, qui coordonne un peu qui fait quoi et comment on réalise les paquets en temps et en budget, bien sûr. Dans le shared, on a ça pour les 3 pays et normalement l'expectation de l'Espagne et de l'Allemagne était qu'on a 33% dans chacun. Ça veut dire pour les paquets qui sont en shared mode et pour les paquets qui sont en joint mode. Est-ce qu'on peut avoir un compromis? Je suis sûr. Et ça, c'était exactement relié à ce que j'ai expliqué au début. L'Allemagne et l'Espagne veulent avoir la confiance qu'on travaille comme partenaire et que s'il y a une décision d'architecture et dessin à faire, qu'on ne va pas oublier les investissements qui étaient faits en Espagne et en Allemagne dans des dizaines d'années avant. Et ça, c'est peut-être aussi un peu la complexité, comment on a exécuté les projets en France ou en Allemagne. On a une différence, c'est clair. Mais juste pour expliquer, si on regarde que comme Éric Trappier a souligné, qu'il veut être sûr qu'il peut être maître de projet, qu'il n'y a pas un problème parce que Airbus Espagne et Airbus Allemagne toujours vont bloquer des décisions. Oui, je sais. On est en train de regarder comment on peut donner plus de confiance que ce n'est pas notre objectif. Déjà, si on va entrer dans des pénalités, c'est 33% pour Airbus Espagne et 33% pour Airbus Allemagne. Ça veut dire qu'on paye 66% de pénalités. On n'a pas intérêt de faire ça. Deuxièmement, on est en train de créer des règles, comment on peut montrer à Dassault qu'on accepte le leader et qu'on ne veut pas entrer dans cette processus d'escalation. Deuxièmement, et aussi, de notre partie, il faut maintenant des règles. Si on est sous pression pour le temps, parce qu'il y a un temps à respecter, il y a un budget à respecter, comment on peut éviter que l'équipe d'architecture de Dassault va prendre seulement les solutions qu'ils connaissent de leur équipe, sans regarder, parce que ça coûte de temps, les autres options qui existent en Espagne ou en Allemagne. Et ça, c'est quelque chose où il faut montrer qu'il y a des gouvernances qui règlent ça. Oui, mais justement, il y a eu une excellente question de Bruno Sido tout à l'heure sur la 400M. Vous avez fait une belle démonstration de l'expérience que vous avez acquise et des erreurs qu'il faut essayer de ne pas reproduire. Or ici, on a le sentiment, enfin c'est mon sentiment, je ne sais pas, j'ai peut-être mal compris les choses, mais on a le sentiment que finalement chaque pays, chacun des 3 pays se dit, moi mon État a participé à l'innovation dans mon entreprise en finançant un certain nombre d'innovations, et donc il n'est pas question en tout cas qu'on abandonne ces innovations. Or, on a vu sur la 400M, on ne va pas refaire l'histoire, mais que il y a eu un certain nombre de technos qu'on avait repris qui n'étaient pas forcément les meilleurs. Et là, est-ce que l'intérêt, c'est pas plutôt d'aller chercher la meilleure technologie dans les pays plutôt que d'aller chercher des technologies à coûte quoi qu'il en coûte? Parce qu'au final, ce ne sera pas forcément les meilleurs. Non, il faut faire des compromis, comme toujours, hein, parce qu'on a un budget qu'il faut respecter, il y a un temps qu'il faut respecter, mais il faut aussi regarder quelles sont les meilleures options technologiques qu'on a. Et là, ça c'est exactement la question. Dans Eurodrone, on a fait ça un peu différent. On a fait co-contracting pour tout ce qui est définition d'architecture.
Et après, on ne sait pas. Mais ici, il faut assurer que les options technologiques qui existent sont regardées. Et sont les meilleures qu'on peut réaliser avec le budget qui était défini. Quand même. Il y a quand même des contraintes de budget aussi. Et là, il faut faire des compromis. Le but, c'est de parfaire le moteur de la 400M. Oui. Et on a commencé aussi, je crois quand même, moi je suis très optimiste quand les ingénieurs travaillent entre les équipes. Ils parlent vraiment la même langue et on avance bien. Il faut qu'on règle vraiment les mécanismes. Combien de temps on a pour faire les analyses, pour prendre une décision? Si c'est d'une manière transparente, je ne crois pas qu'on va avoir de problème. Parce qu'il faut respecter le temps, il faut respecter le budget. Et ça va être dur, c'est clair. Mais il faut qu'on évite des escalations émotionnelles parce qu'un pays ou un industriel a le sentiment qu'on n'a pas regardé la solution qui existe. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, merci infiniment de vous être prêté à cet exercice. Je crois qu'il aura bien éclairé nos collègues, en complément, encore une fois, de l'audition que nous avons eue avec nos amis de chez Dassault et qui sera complétée certainement par une intervention du DGA, parce que, comme ça, l'équilibre sera complet. Puis, bien sûr, nous attendons avec intérêt de pouvoir reprendre la tâche de nos collègues du Parlement allemand, du Bundestag notamment, pour voir un petit peu où ils en sont de leur réflexion. Et là, peut-être, il y a un vrai sujet d'inquiétude, mais qui vous échappe ainsi qu'à nous, à savoir l'évolution politique de l'Allemagne. Encore une fois, je recommande la tribune du Figaro ce matin qui s'intitule « Entre l'OTAN et l'Europe, l'Allemagne choisira l'OTAN ». C'est évidemment pas très... Tout ça n'est pas très encourageant. En tous les cas, d'abord, c'est une certaine fierté de voir que la Commission des Affaires étrangères et de la Défense sert en quelque sorte de plateforme où à la fois vous écoutez ce que dit Dassault et Dassault écoute ce que vous dites. Ça montre qu'une fois de plus, le dialogue, comme toujours, est nécessaire. Moi, j'ai bien compris dans les interventions d'Éric Trappier que la difficulté, c'est d'assumer ce leader qu'on lui a confié. Et donc, d'où cette exigence sur les Seaward Package, le cockpit, le système de sécurité, etc. Parce que, bien évidemment, si on vous donne la responsabilité de construire quelque chose et que vous ne le maîtrisez pas, c'est assez compliqué d'aller jusqu'au bout. En tous les cas, nous sommes très attachés à ce projet de coopération, car nous, comme vous l'avez dit, et comme nous en sommes tous convaincus, nous avons absolument besoin, pour les générations qui suivent, de prévoir et de renforcer ces moyens de système, intégrant toutes ces nouvelles technologies dont certaines sont tout à fait révolutionnaires. On a en tous les cas besoin que l'Europe montre qu'elle n'est pas le client systématique des étagères américaines, faute de quoi un jour ou l'autre, vos industries disparaîtront purement et simplement. Et le risque est tout à fait réel. Vous avez raison de souligner l'importance qu'il y a pour la BITD française, allemande, européenne d'une manière générale, que des projets comme ça permettent de faire émerger des outils de défense, faute de quoi, effectivement, nous ne serons plus véritablement opérationnels. Donc on formule évidemment des vœux pour que dans les jours qui viennent, en conjuguant le leadership, la théorie du best athlète, les différentes revendications légitimes des uns et des autres, vous puissiez arriver à un accord. Bon, nous aurons la ministre des Armées cet après-midi, mais on l'aura plutôt sur la revue stratégique et sur l'actualisation de la loi de programmation militaire, où nous l'attendons un petit peu dans le virage. Et donc, meilleurs vœux pour ces discussions et faites en sorte que ce ne soit pas du fait des industriels que ce projet capote. Si le projet capote d'une raison politique, au moins vous pourrez, votre responsabilité ne sera pas engagée. En tous les cas, nous, au Sénat et singulièrement dans cette commission, nous soutenons bien évidemment ce projet. Nous soutenons cet esprit européen, car Airbus, c'est français, mais c'est aussi allemand, c'est aussi espagnol, et c'est ça qui nous conforte dans ce concept. Merci en tous les cas d'avoir accepté de venir de Berlin et puis d'accepter cet échange qui nourrit notre réflexion. Merci à vous.